Quand elle a poussé la porte de cette camionnette pour la dernière fois, tout ce qu'elle possédait tenait dans un sac de sport et une gamelle pour chien. 600 € en poche, des cicatrices plein les bras et pas une seule personne au monde à qui téléphoner. Elle a acheté un trou dans la terre au fond des Ardennes, un bunker oublié que même les rats avaient déserté. Les gens du village l'appelaient la folle. Certains ont essayé de la faire fuir. D'autres sont allés beaucoup plus loin. Mais ce que son chien a découvert derrière un mur scellé depuis 40 ans a tout fait basculer. Si vous savez ce que c'est que de repartir de zéro quand le monde entier vous a tourné le dos, cette histoire va vous parler. Regardez jusqu'à la fin, abonnez-vous et racontez-moi en commentaire. Quel est le moment où vous avez décidé de ne plus reculer? La camionnette blanche avançait lentement sur la départementale, entre les collines sombres des Ardennes couvertes de givre. Le moteur toussait à chaque montée. Le chauffage ne soufflait plus que de l'air tiède. Et le pare-brise fissuré découpait le paysage en deux morceaux inégaux. Sur le siège passager, un Malinois au poil fauve et au masque noir gardait les yeux ouverts, le museau posé sur le rebord de la vitre entr'ouverte malgré le froid. Il s'appelait Ombra. Il ne dormait jamais en voiture. Camille Renard non plus d'ailleurs, mais pour d'autres raisons. Elle conduisait depuis 6 heures. Ses mains serrèrent le volant avec cette rigidité qu'on prend quand on n'a plus d'adresse où aller. Dans le rétroviseur, un sac de sport, une couverture roulée, une gamelle en inox. C'était tout. 34 ans, ancienne sapeur-pompier professionnelle, 2 cicatrices de brûlure qui lui courèrent du poignet gauche jusqu'à l'épaule, et plus un centime sur son compte depuis que le divorce avait tout emporté. Le tribunal lui avait laissé la camionnette. Christophe avait gardé l'appartement, les meubles et le droit de refaire sa vie sans elle. Elle ne pensait plus à Christophe. Elle pensait à l'incendie, celui de Vénissieux, un immeuble de 4 étages, un soir d'octobre. 3e étage, porte enfoncée, 2 enfants sous un lit, le plafond qui fondait en gouttes de plastique brûlant. Elle les avait sortis, tous les deux. Le garçon de 5 ans s'était accroché à son cou si fort qu'elle avait senti ses petits ongles à travers la veste. 3 semaines d'hôpital, des greffes sur l'avant-bras, puis la cérémonie. On lui avait remis une médaille dans une boîte en velours bleu pendant que le médecin-chef, assis à 2 mètres, signait le formulaire d'inaptitude définitive. Elle avait reçu les 2 documents le même jour, dans la même enveloppe. La médaille était toujours dans la boîte à gants, quelque part sous les cartes routières froissées. Ombra tourna la tête vers elle et émit un souffle court, presque un mot. Elle posa la main sur son crâne. Le village apparut au détour d'un virage, une grappe de toit gris serrée autour d'un clocher trapu. Elle se gara devant le seul café ouvert, un endroit sans enseigne où la lumière filtrait à peine à travers les vitres embuées. À l'intérieur, 3 hommes silencieux, une odeur de soupe et de bois humide. Elle commanda un café, s'assit près du panneau d'annonce et laissa ses yeux glisser sur les petites fiches épinglées. Travaux de toiture, bois de chauffage, chiots à donner. Puis, tout en bas, une feuille jaunie écrite à la main, l'encre à moitié effacée. Ouvrage fortifié, ligne Maginot, 600 € en l'état. Un numéro de téléphone, pas de photo. Elle relut 3 fois. Sortit son téléphone, hésita, composa le numéro. 4 sonneries. Une voix rauque, méfiante. Gérard Morin. Il ne dit presque rien? Oui, c'était encore à vendre. Non, personne ne s'était présenté depuis 2 ans. Quand elle demanda si elle pouvait venir voir, il y eut un silence, puis un grognement. Venez demain matin. Après, l'hiver ferme les chemins et vous ne passerez plus. Elle raccrocha, le cœur battant sans raison. Ou peut-être pour la seule raison qui restait. 600 €. Elle les avait? Juste. Le soir tomba vite. Elle roula encore 20 minutes sur un chemin de terre que le GPS ne connaissait pas, jusqu'à un replat entre les sapins où le sentier s'arrêtait net. Elle coupa le moteur. Le silence fut immédiat, total, presque physique. Devant elle, dans le faisceau des phares, une dalle de béton grisâtre dépassait des ronces gelées. Au centre, une trappe métallique rouillée, à peine visible sous la mousse. Ombra se redressa d'un coup, les oreilles dressées, le poil de l'échine hérissé.
Un grondement sourd monta de sa gorge, long, continu, dirigé vers la trappe. Camille posa la main sur son flanc et sentit les muscles tendus comme des câbles. Quelque chose, en dessous, inquiétait le chien. Elle éteignit les phares. L'obscurité les avala. Et dans ce noir absolu, pour la première fois depuis des mois, Camille Renard eut le sentiment très net qu'elle venait de trouver exactement ce qu'elle n'avait pas cherché. Gérard Morin vivait dans une ferme basse au volet mangé par le lichen, à 3 kilomètres du terrain. Quand Camille se gara dans la cour le lendemain matin, il était déjà dehors, appuyé contre le mur, les bras croisés sur une veste de chasse élimée. Un homme sec, noueux, le visage taillé par 70 ans de vent ardennais. Il ne dit pas bonjour. Il regarda la camionnette, puis la femme qui en descendait, puis le chien qui sauta derrière elle. Son expression changea quand Ombra s'approcha de lui sans hésiter, le flaira calmement et s'assit à ses pieds. Les vieux fermiers connaissent les chiens. Celui-là était droit, bien éduqué, militaire. Gérard baissa les yeux vers lui, puis les releva vers Camille. Il vit les cicatrices sur son poignet, la manche retroussée malgré le froid, et quelque chose dans son regard se déverrouilla. « Vous êtes pas du coin ?» dit-il. Ce n'était pas une question. « Non, répondit Camille. Je ne suis plus de nulle part. » Il hocha la tête comme si cette réponse était la seule acceptable. Il la fit entrer, posa 2 bols de café sur la table, sans demander si elle en voulait, et parla peu. Le terrain appartenait à sa famille depuis l'après-guerre. Personne n'en voulait. Trop isolé, pas d'eau courante, pas d'électricité, un bout de forêt et un bloc de béton enterré que la commune avait oublié dans ses registres. 600 €, c'était le prix du cadastre, rien de plus. Quand Camille demanda ce qu'il y avait à l'intérieur, il haussa les épaules. « Il n'y a rien là-dessous qui vous regarde, mais au moins vous aurez un toit. » La phrase resta suspendue un instant de trop. Camille la nota sans rien dire. À 10 heures, ils étaient chez le notaire, un petit bureau au-dessus de la pharmacie du village. Maître Lecomte, un homme pâle en costume gris, examina les papiers avec la lenteur méthodique de quelqu'un qui n'a pas eu de client depuis longtemps. Quand Camille posa les billets sur la table, 600 € en coupure froissée, le notaire releva les yeux par-dessus ses lunettes. Il ne dit rien, mais son regard disait tout. Il voyait la camionnette garée dehors, le sac de sport sur la banquette, le chien qui attendait patiemment dans le froid. Il voyait une femme qui achetait un trou dans la terre avec son dernier argent. Camille signa sans trembler. Gérard signa après elle, rangea les billets dans sa poche de poitrine et se leva. À la porte, il s'arrêta. Le générateur a encore du diesel. Ça devrait tenir 1 semaine. Après, faudra vous débrouiller. Puis il partit sans se retourner. L'après-midi, Camille ouvrit la trappe seule. La clé tourna avec un grincement aigu qui fit reculer Ombra d'un pas. L'air qui monta du trou sentait la terre froide et le métal oxydé. Elle descendit l'échelle, une quinzaine de barreaux, et toucha le sol en béton. Sa lampe torche balaya un couloir étroit qui s'enfonçait sur 8 mètres, avant de déboucher dans une salle rectangulaire. Des couchettes militaires superposées, 4 au total, leurs matelas de toile raidis par l'humidité. Un générateur diesel dans un renfoncement, relié à 2 ampoules nues au plafond. Des étagères métalliques couvertes de boîtes de conserve dont les étiquettes avaient pâli au point d'être illisibles. Sur l'une d'elles, une date au feutre noir, 1983. 40 ans. Camille fit le tour de la pièce, ouvrit les placards un par un, inventoria ce qui restait. Tout était ordonné, rangé avec une rigueur presque obsessionnelle, comme si celui qui avait quitté cet endroit comptait y revenir. Elle lança le générateur. Il toussa 3 fois, cracha une fumée noire, puis se mit à ronronner et les ampoules s'allumèrent en jetant une lumière jaune sur les murs nus. Elle monta chercher son sac et redescendit. Ombra hésita en haut de l'échelle, renifla le vide, puis descendit à son tour, ses griffes claquant sur chaque barreau. Cette nuit-là, allongée sur la couchette du bas, la couverture tirée jusqu'au menton, Camille écouta le silence souterrain. Le générateur ronronnait. Ombra s'était couchée contre ses jambes, son poids chaud et familier, le seul poids au monde qu'elle acceptait encore.
Elle pensa à la caserne de Lyon, au jour où on lui avait dit que le Malinois serait euthanasié parce que le service ne pouvait plus le garder après sa réforme. 3 mois de procédure, 2 audiences, un avocat payé avec de l'argent emprunté, et finalement un juge qui avait tranché en sa faveur. On lui avait remis le chien sur le parking du tribunal en laisse réglementaire, avec un carnet de santé et aucun mot de remerciement. Elle avait posé un genou à terre et Ombra avait pressé son front contre le sien, longtemps sans bouger. Ce soir, dans ce bunker froid au bout du monde, il faisait la même chose. Camille ferma les yeux. Pour la première fois depuis des semaines, elle ne chercha pas le sommeil. Il vint seul. Les premiers jours furent une affaire de main et de silence. Camille nettoya le bunker centimètre par centimètre, à genoux sur le béton froid, avec une brosse trouvée dans un placard et de l'eau qu'elle descendait par seau depuis un ruisseau à 200 mètres. Elle gratta la rouille des étagères, tria les boîtes de conserve, jeta celles qui avaient gonflé, garda les autres sans trop y croire. Elle démonta les couchettes du haut pour gagner de l'espace, empila les cadres métalliques contre le mur du fond. Chaque geste lui revenait comme un réflexe ancien. Les gestes de caserne, rangés, optimisés, ne rien laisser traîner. Son corps s'en souvenait mieux que sa tête. Le 3e jour, elle trouva dans un recoin une caisse à outils complète, rouillée mais utilisable, et un rouleau de bâche militaire en toile épaisse. Elle installa la bâche au-dessus de la trappe en surface pour protéger l'entrée de la pluie et fixa un système de poulies avec une corde pour monter et descendre les charges sans se briser le dos. En surface, le terrain révéla une surprise. Derrière le bloc de béton, à demi caché par les ronces, un rectangle de terre sombre se dessinait sous la neige qui fondait lentement. Des rangs réguliers, encore visibles malgré les années. Un potager abandonné. Quelqu'un avait cultivé ici, autrefois, avec soin. Camille écarta les herbes mortes et découvrit des pieds de thym sauvage encore vivants, et les premières pousses vertes de quelque chose qu'elle ne reconnut pas tout de suite. Des poireaux, peut-être, ou de l'ail des ours. La terre était noire, riche, protégée du vent par la masse du bunker. Elle resta accroupie un long moment, les doigts dans la terre froide, et ressentit quelque chose qu'elle n'avait pas éprouvé depuis longtemps. Pas de la joie. Quelque chose avant la joie. Une possibilité. Le 5e jour, un véhicule de gendarmerie se gara au bout du chemin. Camille l'entendit depuis le bunker et monta aussitôt, Ombra devant elle. Un homme en uniforme descendit du fourgon bleu, grand, la cinquantaine, les cheveux poivre et sel coupés court, le pas mesuré. Capitaine Beaumont, brigade de gendarmerie de Rethel. Il venait vérifier l'occupation du terrain. On l'avait prévenu qu'une inconnue s'était installée dans l'ancien ouvrage Maginot. Camille lui montra l'acte de vente, qu'il examina longuement. Il releva la tête, regarda les cicatrices sur son bras, puis le Malinois assis à côté d'elle, immobile et droit comme un soldat au rapport. « Sapeur-pompier, dit-il. » Ce n'était pas une question. « Ancienne, répondit Camille. Il hocha la tête. « Mon frère était au SDIS de Reims. Je connais le métier. » Il lui rendit les papiers. « Tout est en règle. Si vous avez un problème, la brigade est à 20 minutes. » Il remonta dans son véhicule, puis baissa la vitre. Le bois mort dans la forêt communale est en accès libre. Vous pouvez couper ce qui est tombé, pas ce qui est debout. Elle le remercia d'un signe. Il repartit sur le chemin boueux et Camille comprit qu'elle venait de gagner quelque chose de plus précieux qu'une autorisation. Un témoin. La semaine suivante, elle commença à couper du bois. Les arbres tombés ne manquaient pas dans les sapinières autour du terrain. Elle travaillait à la hache 3 heures par jour, empilait les bûches sur la remorque de la camionnette et les descendait au village. Elle vendait le ster à 40 €, en dessous du prix habituel. Les gens achetaient sans enthousiasme, mais ils achetaient. On ne lui posait pas de questions. On ne lui souriait pas non plus. Les Ardennes ne s'ouvrent pas vite. Camille ne s'en formalisait pas. Elle avait du diesel pour le générateur, de quoi nourrir Ombra, et un toit qui ne fuyait pas. C'était assez. Un soir de la 2e semaine, alors qu'elle rangeait ses outils dans le bunker, Ombra se figea au milieu de la pièce.
Ses oreilles se dressèrent, son corps entier se tendit comme un arc. Puis il se mit à gratter le mur du fond avec une violence que Camille ne lui connaissait pas. Ses griffes raclèrent le béton en produisant un bruit strident, insupportable. Elle s'approcha et le tira par le collier, mais il résista, aboyant sans s'arrêter, les yeux fixés sur la paroi. Camille posa sa paume à plat sur le mur. Elle frappa 2 fois avec le poing. Le son revint différent. Pas le bruit sourd du béton plein. Un écho, métallique, lointain, comme si derrière cette paroi s'ouvrait un espace que personne n'avait ouvert depuis très longtemps. Elle recula d'un pas. Ombra aboya encore une fois, puis se tut, haletant, les yeux braqués sur le mur. Le silence du bunker retomba, plus lourd qu'avant. 3 jours passèrent avant qu'elle ne touche au mur. 3 jours pendant lesquels elle tournait autour, posait la main dessus chaque soir, écoutait le vide derrière, puis reculait. Ce n'était pas la peur du danger. Camille avait enfoncé des portes dans des immeubles en flammes. Elle savait ce que signifiait entrer dans l'inconnu. C'était autre chose. Une intuition sourde, presque animale, la même qu'Ombra avait sentie avant elle. Quelque chose derrière ce mur avait été enfermé volontairement par quelqu'un qui ne voulait pas qu'on le trouve. Et quand on a passé sa vie à sauver les autres, on apprend à respecter les portes fermées. Mais la curiosité est un feu lent. Elle ne brûle pas, elle ronge. Le 4e jour, elle descendit la masse et le burin de la caisse à outils. Ombra s'assit à 3 mètres, les yeux fixés sur elle, parfaitement immobile. Le premier coup résonna dans le bunker comme un coup de cloche. Le béton était mince à cet endroit, 10 centimètres à peine, un mur de séparation, pas un mur porteur. Au 3e coup, une fissure s'ouvrit en étoile. Au 5e, un morceau tomba et un souffle d'air froid passa par le trou, chargé d'une odeur que Camille ne connaissait pas. Pas de pourriture, pas de moisissure. Quelque chose de sec, de minéral, comme l'intérieur d'un coffre-fort oublié. Elle élargit l'ouverture avec précaution jusqu'à pouvoir y passer la tête, puis les épaules. Sa lampe torche perça l'obscurité. Un couloir. Étroit, bas de plafond, les murs en béton brut plus anciens que celui du bunker. Il s'enfonçait sur une dizaine de mètres en pente douce et se terminait par une porte blindée, épaisse, avec une roue de verrouillage semblable à celle d'un sous-marin. Camille sentit son pouls monter. Elle se glissa dans le couloir, Ombra derrière elle, le museau contre son mollet. Leurs pas résonnaient étrangement, étouffés et amplifiés à la fois. La porte blindée n'était pas verrouillée. La roue tourna avec une résistance lourde, le mécanisme grippé par les décennies, mais les gonds cédèrent et la porte s'ouvrit vers l'intérieur avec un soupir pneumatique, comme si la pièce avait retenu son souffle depuis 40 ans. La salle était plus vaste que tout le bunker réuni. Un plafond voûté, des murs renforcés d'acier, une odeur de graisse mécanique figée dans le temps. Le faisceau de la lampe glissa sur des caisses militaires en bois, empilées contre le mur de gauche, marquées de codes alphanumériques au pochoir noir. À droite, un établi de métal couvert d'instruments de précision, des calibres, des micromètres, des outils d'horloger rangés dans des étuis de cuir. Derrière l'établi, des plans techniques punaisés au mur, jaunis, couverts de schémas que Camille ne comprenait pas. Des formules, des coupes transversales, des annotations en français et en allemand. Quelqu'un avait travaillé ici, longtemps, méthodiquement, à l'abri du monde. Au centre de la pièce, un coffre métallique, massif, sans serrure visible. Camille le contourna, trouva un levier latéral et tira. Le couvercle bascula. Elle dirigea la lampe vers l'intérieur et resta immobile. Des lingots. Petits, rectangulaires, alignés sur 3 rangées dans un capitonnage de feutre vert. Chacun portait une marque en relief, un aigle aux ailes déployées au-dessus d'une croix. Elle en souleva un. Lourd, dense, froid, d'un jaune mat qui ne ressemblait à rien de ce qu'elle avait vu. Elle le reposa sans un mot, referma le coffre et recula d'un pas. Ombra reniflait les caisses militaires, la queue basse. Camille ouvrit le premier tiroir de l'établi. Des dossiers,
Des chemises cartonnées, beige, fermées par des élastiques secs qui se brisèrent au toucher. À l'intérieur, des listes dactylographiées, des photographies en noir et blanc, des noms, des dizaines de noms. Famille, adresse, fonction. Certains barrés d'un trait rouge, d'autres soulignés. Elle tourna les pages lentement, lisant sans vraiment comprendre, jusqu'à ce qu'un nom la fasse s'arrêter. Des forges. Elle l'avait vu au village sur la devanture d'un commerce, sur une plaque de rue. Elle feuilleta encore. Le même nom revenait, associé à des dates, des lieux, des transactions. Elle referma le dossier, le remit dans le tiroir et poussa le tiroir d'un geste sec. « Ça, je m'en occuperai plus tard », murmura-t-elle. Mais ses yeux restèrent fixés sur le tiroir fermé un instant de trop, comme si elle savait déjà que plus tard n'existait pas pour ce genre de secret. Elle prit Ombra par le collier et ressortit par le couloir, laissant la porte blindée entr'ouverte derrière elle. Ce qu'elle ne savait pas encore, c'est que, dans le village, à 10 kilomètres de là, quelqu'un attendait depuis des décennies que ce tiroir ne soit jamais ouvert. Elle remarqua les traces un matin en remontant chercher de l'eau au ruisseau. Des empreintes dans la boue molle, à 20 mètres de la trappe, du côté de la forêt. Des semelles larges, profondes, qui n'étaient pas les siennes. Elles formaient un arc de cercle autour du bunker, comme si quelqu'un avait fait le tour lentement, en observant, puis était reparti par le même chemin. Camille s'accroupit, posa ses doigts à côté de l'empreinte. Fraîche, la nuit précédente, peut-être les dernières heures avant l'aube. Ombra renifla la trace, suivit la piste jusqu'à la lisière des sapins et s'arrêta, le museau levé vers les branches, comme si l'odeur s'était dissipée dans l'air froid. Camille regarda autour d'elle. La forêt était immobile. Rien ne bougeait, mais le silence avait changé de nature. Ce n'était plus le silence paisible des premiers jours. C'était un silence qui écoutait. Elle n'endormit pas la nuit suivante. Allongée sur la couchette, les yeux ouverts dans le noir, elle guettait chaque son. Le générateur ronronnait, les parois grinçaient sous les variations de température, et parfois l'eau gouttait quelque part dans le couloir avec une régularité de métronome. Vers 2 heures du matin, Ombra se redressa d'un coup. Ses oreilles pivotèrent vers la trappe, son corps se raidit, et un grondement bas sortit de sa gorge, continu, vibrant. Camille entendit alors ce qui l'avait réveillée. Un bruit de moteur, étouffé par la terre et le béton, quelque part au-dessus. Puis des phares, elle les devina au changement de lumière dans les conduits d'aération, 2 raies blancs qui balayèrent le plafond et s'éteignirent. Le moteur se coupa. Le silence revint, plus dense. Camille attrapa sa lampe torche, monta l'échelle sans bruit, poussa la trappe de quelques centimètres. L'air glacial lui mordit le visage. Elle scruta les ténèbres. Rien. Pas de véhicule, pas de silhouette, pas de phare. Juste les sapins noirs et le ciel sans étoiles. Elle resta accroupie 10 minutes, immobile, à écouter. Ombra grogna encore une fois, puis se tut. Quand elle redescendit, ses mains tremblaient, et ce n'était pas à cause du froid. Le lendemain, elle alla au village acheter du diesel et des provisions. L'épicerie était petite, un comptoir en bois, des rayonnages clairsemés, une odeur de fromage et de carton. Camille remplissait son panier quand elle sentit un regard. Un homme se tenait au bout de l'allée, près des conserves. Grand, la cinquantaine, un manteau sombre boutonné jusqu'au col, les mains dans les poches. Il ne faisait pas ses courses, il n'avait rien dans les mains. Il la regardait. Pas avec curiosité, pas avec hostilité non plus. Avec attention. Le genre d'attention qu'on porte à quelqu'un qu'on évalue. Camille soutint son regard 3 secondes, puis se détourna vers la caisse. Quand elle se retourna, l'homme était parti. La porte n'avait pas sonné. L'épicière ne leva même pas la tête. Dehors, le froid la gifla. Elle marcha vers sa camionnette, posa les sacs sur le siège et vit le papier coincé sous l'essuie-glace. Un morceau de carton blanc, plié en 2, sans enveloppe. 3 mots au feutre noir, écrits en majuscules. Partez avant qu'il soit trop tard. Pas de signature. L'encre était fraîche, elle tâchait les doigts quand on appuyait.
Camille relut le message 2 fois, le retourna. Rien au verso. Elle leva les yeux vers la rue. Personne. Le village semblait endormi, les volets fermés, les rues vides. Elle monta dans la camionnette, posa le carton sur le tableau de bord et resta assise un long moment, les mains sur le volant, sans démarrer. Elle passa à la gendarmerie le même après-midi. Beaumont la reçut dans son bureau, un espace fonctionnel au mur beige où une carte des Ardennes occupait tout le panneau derrière le fauteuil. Il lut le message, le retourna comme elle l'avait fait, le posa sur la table. « Vous avez vu quelqu'un ?» Camille décrivit l'homme à l'épicerie, les traces autour du bunker, le moteur dans la nuit. Beaumont écouta sans l'interrompre, les mains jointes devant lui. Il promit d'envoyer une patrouille de nuit dans le secteur, de vérifier les accès aux chemins forestiers. Mais quelque chose dans son visage ne collait pas. Les mots disaient une chose, les yeux en disaient une autre. Une contraction fugace au coin de la bouche, un regard qui glissa vers la carte murale puis revint, comme s'il avait cherché un point précis sans vouloir le montrer. Camille nota cette hésitation mais n'insista pas. Elle le remercia et partit. Sur le chemin du retour, elle s'arrêta au bord de la route, coupa le moteur et regarda Ombra. Le chien la fixait avec cette intensité calme qu'il avait quand le danger n'était pas imminent mais certain. Ce soir-là, avant de descendre dans le bunker, elle détacha une barre de métal d'un des cadres de couchette démontés et la posa contre le mur, à portée de main. Ombra se coucha en travers de l'échelle, face à la trappe, comme un verrou vivant. Camille éteignit la lumière et écouta les Ardennes respirer au-dessus de sa tête. Cela commença par les coups. 3 heures du matin, un martèlement sourd sur la trappe métallique, régulier, délibéré, comme quelqu'un qui frappe à une porte en sachant qu'on est derrière. Ombra bondit de la couchette en aboyant, le poil hérissé, les crocs découverts. Camille grimpa l'échelle avec la barre de fer, poussa la trappe d'un geste violent. Personne. La clairière était vide, la neige intacte dans le faisceau de la lampe. Mais sur le métal de la trappe, des marques fraîches, des impacts réguliers, comme si on avait frappé avec un outil. Elle resta dehors 20 minutes, parcourant le périmètre, Ombra collé à ses jambes. Rien. Le lendemain matin, les 2 pneus arrière de la camionnette étaient crevés. Pas usés, pas éclatés. Taillés. Une entaille nette sur chaque flanc, faite au couteau. Le 3e jour, Ombra revint de sa ronde matinale avec quelque chose dans la gueule. Un morceau de viande crue, gros comme un poing, posé à 2 mètres de la trappe. Camille le lui arracha des mâchoires mais l'examina. La viande avait une couleur étrange, trop sombre, et une odeur âcre qui ne ressemblait pas à de la décomposition. Elle l'enveloppa dans un sac et la jeta loin dans la forêt, le cœur battant. À partir de ce moment, elle ne laissa plus Ombra sortir seule. Elle installa ce qu'elle put. Des fils de pêche tendus entre les arbres à hauteur de cheville, reliés à des boîtes de conserve remplies de cailloux. Un miroir de camion cassé fixé en hauteur pour surveiller l'accès au chemin. Des branches sèches disposées en éventail autour de la trappe, impossible à traverser sans bruit. La nuit, elle ne dormait plus que par tranches de 40 minutes. Assise sur la couchette, la barre de fer en travers des genoux. Les cauchemars revinrent. L'immeuble de Vénissieux, le plafond qui fond, les enfants qui crient. Sauf que dans le rêve, elle ne les trouvait jamais sous le lit. Le lit était vide et le feu montait, et elle restait là, à chercher dans une pièce qui rétrécissait. Elle se réveillait trempée, le souffle court, les mains agrippées à la couverture, et mettait plusieurs secondes à reconnaître les murs du bunker. Un matin, elle se rendit chez Gérard. Le fermier la vit arriver depuis sa cour et ne bougea pas. Elle ne prit pas la peine de s'asseoir. Vous saviez ce qu'il y avait en dessous, n'est-ce pas? Ce n'était pas une question. Gérard secoua la tête lentement. Je vous ai vendu un terrain et un toit. C'est tout ce que je sais. Ses mots disaient non. Ses mains disaient autre chose. Elle tremblait, accrochée au dossier de la chaise, les articulations blanches sous la peau tachée. Camille soutint son regard 5 secondes, puis tourna les talons. En repartant, elle l'entendit murmurer quelque chose. Un mot qu'elle ne saisit pas, qui pouvait être un prénom ou une prière. Au village, quelque chose avait changé. L'épicière ne la regardait plus en face.
Le garagiste à qui elle avait demandé de réparer ses pneus avait mis 3 jours à la rappeler, puis facturé le double du prix normal. Au café, les conversations s'arrêtèrent quand elle entrait. Un après-midi, en payant son pain à la boulangerie, elle entendit 2 femmes chuchoter derrière elle. Elle ne saisit qu'un fragment, la folle du bunker, et un rire étouffé. Quelqu'un avait fait courir le bruit qu'elle était instable, une ancienne pompière traumatisée qui vivait dans un trou et parlait à son chien. L'histoire était suffisamment proche de la vérité pour être crédible, et suffisamment tordue pour la tenir à distance de tout le monde. Le pire vint un soir de la 3e semaine. Le générateur tomba en panne sans prévenir d'un coup. L'obscurité fut totale. Pas un photon. Camille resta assise dans le noir, les yeux grands ouverts sur rien, les oreilles saturées par le silence soudain. La peur monta, lente, méthodique, comme une eau noire. Pas la peur d'un danger précis, la peur de tout. De rester, de partir, de dormir, de se réveiller. Elle se mit à parler, à voix basse, dans le noir, à Ombra, comme à un être humain. Elle lui dit qu'elle n'en pouvait plus, qu'elle avait cru pouvoir recommencer, mais que c'était une erreur, qu'elle était fatiguée d'avoir peur, fatiguée de se battre, fatiguée d'être seule dans un trou pendant que des inconnus décidaient de sa vie. Elle lui dit qu'elle pensait remonter, prendre la camionnette et rouler jusqu'à ce que le réservoir soit vide, et après, elle verrait. Ombra ne bougea pas pendant qu'elle parlait. Quand elle se tut, il posa sa tête sur ses genoux, lourdement, avec cette pression lente et délibérée qu'il avait eue le jour du tribunal, le jour où elle l'avait récupéré. Camille posa sa main sur son crâne et ferma les yeux. Le générateur repartit 1 heure plus tard, de lui-même, comme un cœur qui reprend. Elle était toujours assise à la même place, la main sur le chien. Elle n'était pas partie. La nuit du 23e jour fut calme, étrangement calme. Pas de coups sur la trappe, pas de moteur au loin, pas de branches qui craquent. Même mon bras semblait apaisé, couché sur le flanc, les pattes détendues, la respiration lente. Camille résista longtemps, allongée les yeux ouverts, attendant le bruit qui viendrait. Mais rien ne vint. À un moment, sans s'en rendre compte, elle bascula. Le sommeil l'attrapa d'un coup, profond, total. Le premier vrai sommeil depuis des semaines. Son corps entier lâcha prise, comme un nœud qui se défait, et elle sombra dans un noir sans rêve, sans image, sans feu. Le hurlement d'Ombra la traversa comme une décharge électrique. Pas un aboiement. Un hurlement, long, aigu, un son qu'elle ne lui avait jamais entendu produire. Elle ouvrit les yeux et ne vit rien. Puis, elle sentit la fumée, épaisse, âcre qui descendait par les conduits d'aération en volutes grises, remplissant le bunker par le haut, couche par couche, comme de l'eau qui monte à l'envers. L'odeur lui brûla la gorge avant même qu'elle comprenne. Pas du bois. Quelque chose de chimique, de gras, d'accélérant. Camille roula hors de la couchette et tomba à genoux sur le béton. La fumée était déjà à 1 mètre du sol. Ombra tournait sur lui-même au pied de l'échelle, aboyant vers la trappe, les yeux rougis. Elle rampa jusqu'à lui, attrapa son collier et leva la tête. La trappe. Au-dessus d'elle, la lueur orange dansait dans les interstices du métal. Le feu était en surface, juste au-dessus d'eux. Elle monta l'échelle d'une main, l'autre cramponnée au collier d'Ombra qu'elle tirait derrière elle. Le chien luttait, glissait sur les barreaux, ses griffes raclèrent le métal. À mi-hauteur, il poussa un cri bref, une plainte aiguë. Sa patte arrière gauche avait touché un barreau brûlant, chauffé par la proximité des flammes. Camille serra les dents et le hissa de force, les muscles de son bras tremblant sous le poids. Elle poussa la trappe du dos. L'air chaud lui frappa le visage comme une gifle. La bâche qu'elle avait installée au-dessus de l'entrée brûlait. Les flammes léchaient les ronces alentours et se propageaient aux réserves de bois empilées à 3 mètres. Elle sortit, tira Ombra hors du trou et le traîna à 10 mètres, puis 20 jusqu'à la neige. Le chien boitait, sa patte arrière relevée, le coussinet rouge et gonflé. Une brûlure superficielle, mais il gémissait à chaque appui. Camille se retourna. Le feu avait tout pris. L'auvent de bâche, les stères de bois coupés,
les outils laissés en surface, le petit carré de potager qu'elle avait désherbé et dont les premières pousses commençaient à tenir. Tout brûlait avec une voracité méthodique, alimentée par quelque chose de plus que le hasard. Les flammes montaient haut dans le ciel noir, projetant des ombres dansantes sur les sapins. L'air sentait le diesel. Camille tomba à genoux dans la neige, les bras le long du corps, le visage éclairé par cette lumière orange qu'elle connaissait trop bien. Le même feu. Le même feu qu'à Vénissieux, le même qui lui avait pris sa peau, son métier, sa vie d'avant. Il l'avait retrouvé. Il l'avait suivi jusque dans ce trou au bout des Ardennes, et maintenant il dévorait le peu qu'elle avait reconstruit, avec la même indifférence, la même faim stupide. Ombra se traîna jusqu'à elle et pressa son flanc contre sa cuisse, tremblant. Beaumont arriva 40 minutes plus tard, alerté par la lueur visible depuis la route départementale. 2 véhicules de gendarmerie, gyrophares éteints, phares allumés. Il descendit en courant, vit Camille assise dans la neige, le chien contre elle, le feu qui mourait faute de combustible. Il fit le tour du périmètre avec sa lampe, s'accroupit à plusieurs endroits, renifla le sol. Quand il revint vers elle, son visage était fermé. Du combustible, versé en cercle autour de la trappe et le long des réserves de bois. Allumé en au moins 2 points. « Ce n'est pas un accident, dit-il. Il n'avait pas besoin de le dire. Ils le savaient, tous les deux. Camille ne répondit pas. Elle regardait les dernières braises rougeoyer dans le noir, la fumée monter en colonne grise vers un ciel sans étoiles. Et quelque chose en elle céda, comme un barrage trop longtemps fissuré. Les larmes vinrent sans bruit, sans sanglots. Juste de l'eau sur un visage brûlé, éclairé par les restes d'un feu qu'on avait allumé pour la chasser. Beaumont ne dit rien. Il ôta sa veste et la posa sur ses épaules. Il resta debout à côté d'elle, les mains dans les poches, à regarder la fumée, jusqu'à ce que le dernier tison s'éteigne et que la nuit reprenne ses droits sur la clairière. Le lendemain matin, Camille fit ce qu'elle avait dit qu'elle ne ferait jamais. Elle commença à charger la camionnette. Le sac de sport, la couverture, la gamelle d'Ombra, les quelques outils qu'elle avait montés du bunker. Elle travaillait vite, sans réfléchir, avec les gestes secs de quelqu'un qui fuit avant de changer d'avis. Ombra était couchée sur le siège passager, la patte bandée avec un morceau de chemise, le regard fixé sur elle à travers le pare-brise. Il ne bougeait pas, mais ses yeux la suivaient à chaque aller-retour, et dans ses yeux, il y avait une question qu'elle refusait de croiser. La clairière sentait encore le brûler. La neige autour de la trappe était noire, fondue par la chaleur, mélangée à la cendre et au reste calciné du bois. Le potager n'existait plus. L'auvent n'était plus qu'un squelette de piquet noirci. Camille s'arrêta un instant, un carton dans les bras, et regarda le terrain. 600 €. Son dernier argent, 3 semaines de travail. Un mur percé, un secret découvert et maintenant de la cendre. L'équation était simple, elle avait perdu. Elle entendit le moteur avant de voir le véhicule. Un tracteur ancien, un Massey Ferguson rouge dont la peinture s'écaillait en plaques, qui remontait le chemin forestier à une vitesse d'homme à pied. Gérard Morin était au volant, voûté sur le siège, le visage à demi caché par le col relevé de sa veste. Il coupa le moteur à l'entrée de la clairière et descendit avec la lenteur prudente d'un corps qui négocie chaque mouvement avec la douleur. Sous son bras, un cahier. Pas un livre, pas un dossier. Un cahier d'écolier, à la couverture cartonnée vert foncé, usé au coin, maintenu par un élastique. Il s'assit sur le pare-choc de la camionnette sans demander la permission, posa le cahier sur ses genoux et regarda la clairière dévastée. Il ne dit rien pendant un long moment. Puis il parla et sa voix était différente. Plus basse, plus lente, débarrassée de la rudesse qu'il portait comme un uniforme. Mon père s'appelait Robert Morin. Il était instituteur à Sedan avant la guerre. En 40, il est entré dans la Résistance, réseau Libération Nord. Il a passé 4 ans à fabriquer des faux papiers, cacher des réfractaires et transmettre des renseignements aux Anglais. À la Libération, il a récupéré ce que les Allemands avaient laissé dans l'ouvrage.
Les lingots, le matériel, les documents. Tout le monde croyait que le bunker était vide. Lui savait que non. Gérard tourna le cahier entre ses mains sans l'ouvrir. Il a tout caché en dessous. Les lingots, les plans et surtout les listes. Les noms de ceux qui avaient collaboré. Les familles qui avaient dénoncé des voisins, vendu des fermes confisquées, profité de l'occupation. Il voulait que justice soit faite, mais la justice n'est pas venue. Les mêmes familles sont restées. Elles ont racheté des terres, pris des mandats, construit des fortunes. Les Desforges? Vous avez vu leur nom en bas, n'est-ce pas? Camille hocha la tête sans rien dire. Gérard continua. Mon père a attendu toute sa vie que quelqu'un vienne chercher la vérité. Personne n'est venu. Il est mort en 87 dans cette ferme, avec ce cahier sous son matelas. Et moi, je l'ai gardé. 37 ans. 37 ans à savoir ce qu'il y avait sous cette dalle et à ne rien faire. Sa voix se brisa un instant. Il toussa, se reprit. Je suis trop vieux, mademoiselle, et trop lâche. Les Desforges sont partout ici. Le conseil municipal, la coopérative agricole, le bureau de poste. On ne touche pas à ces gens-là. Pas quand on vit seul dans une ferme au bout d'un chemin. Pas quand on a 74 ans et personne pour venir à l'enterrement. Il la regarda pour la première fois en face. Mais vous n'êtes pas d'ici. Vous n'avez rien à perdre. Vous êtes la première personne assez courageuse, ou assez désespérée, à qui j'ai osé vendre ce terrain. Il lui tendit le cahier. Elle le prit. La couverture était douce sous ses doigts, ramollie par des décennies de manipulation. À l'intérieur, elle devina des pages serrées d'une écriture fine, des dates, des noms, des croquis. Le travail patient d'un homme qui avait documenté une vérité que personne ne voulait entendre. Gérard se leva du pare-choc avec un grognement. Il regarda Ombra à travers la vitre, le chien blessé, la patte bandée, les yeux toujours ouverts. Puis il regarda Camille, debout au milieu de sa clairière brûlée, un carton dans une main et le cahier de son père dans l'autre. Il ne dit rien de plus. Il remonta sur le tracteur, fit demi-tour lentement et redescendit le chemin, le moteur crachotant dans l'air froid. Camille resta immobile longtemps après que le bruit du tracteur eut disparu. Elle baissa les yeux vers le cahier, puis vers la camionnette chargée, puis vers la trappe noircie. Ombra la regardait toujours à travers le pare-brise, la tête posée sur le tableau de bord, patient, sans jugement. Elle posa le carton qu'elle tenait par terre. Ouvrit la portière, attrapa son sac de sport et le remit à l'intérieur du bunker. Puis les outils, puis la couverture. Ombra la suivit du regard à chaque voyage, la queue battant faiblement contre le siège. Quand tout fut redescendu, elle s'assit sur la couchette, le cahier de Robert Morin posé sur les genoux, et commença à lire. Elle passa 2 jours dans la salle scellée. Méthodiquement, comme elle l'aurait fait à la caserne avant une intervention, elle inventoria chaque objet. Les lingots d'abord. 23 alignés dans le coffre, chacun pesant un peu plus d'1 kilogramme. Elle les sortit un par un, les posa sur l'établi, nota les marques, les dimensions, le poids approximatif, puis les caisses militaires. Du matériel optique, des instruments de mesure, des pièces mécaniques dont elle ne comprenait pas l'usage, le tout enveloppé dans du papier huilé qui avait remarquablement tenu. Les plans techniques se lèvent sur les murs, elle les décrocha avec soin, les roula, les rangea dans un tube en carton trouvé dans un coin. Et dans le tiroir de l'établi, les dossiers. Elle ne les rouvrit pas. Pas encore. Le 3e jour, elle appela Beaumont. Il arriva en fin d'après-midi, seul, sans véhicule de service. Il descendit dans le bunker, traversa le couloir, entra dans la salle et resta silencieux pendant 10 minutes, les mains dans le dos, tournant lentement sur lui-même en regardant les caisses, l'établi, les murs nus. Quand il vit les lingots alignés sur la table, il s'arrêta. Il en prit un, le retourna, examina l'aigle en relief et le reposa avec précaution, comme s'il venait de comprendre le poids réel de ce qu'il tenait. Camille lui expliqua ce qu'elle savait. Le père de Gérard, la résistance, les documents. Elle ne mentionna pas les noms dans les dossiers.
Pas encore. Beaumont l'écouta en hochant la tête, les mâchoires serrées. Quand elle eut fini, il s'appuya contre le mur et croisa les bras. Si vous déclarez les lingots, l'État enverra des gens. Des experts, des fonctionnaires du patrimoine, peut-être des militaires. Ça prendra des mois, vous serez sous les projecteurs. Et certaines personnes dans ce village feront tout pour que vous n'y arriviez pas. Camille savait de qui il parlait. Beaumont le confirma d'un regard. Les Desforges ont des relations à Charleville, à Reims, peut-être plus haut. Si vous les menacez, même sans le vouloir, ils frapperont les premiers. Sa voix était calme, mais ses yeux ne l'étaient pas. Il ajouta plus bas. Faites attention à ce que vous dites et à qui vous le dites. Je peux vous protéger d'un incendie, pas d'un tribunal. Le tribunal vint 10 jours plus tard. Un huissier se présenta un matin au bout du chemin, un homme pâle en imperméable gris, qui refusa de descendre dans le bunker et tendit l'enveloppe à Camille depuis le bord de la trappe. Une plainte déposée par la famille Desforges auprès du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières. Occupation illégale d'un site historique classé. Recel de biens patrimoniaux. Demande d'expulsion immédiate et de saisie du contenu du terrain. Camille lut la convocation 2 fois, assise sur la couchette, son bras couché à ses pieds. Les mots étaient froids, techniques, mais la mécanique était transparente. Il ne savait pas exactement ce qu'elle avait trouvé, mais il savait qu'elle avait trouvé quelque chose, et il voulait le reprendre avant qu'elle ne comprenne ce que cela valait. Ce soir-là, Camille retourna dans la salle scellée. Elle ouvrit le tiroir et en sortit les dossiers. Elle les posa sur l'établi sous la lumière crue de l'ampoule et les feuilleta lentement, page après page. Les noms, les dates, les photographies, les transactions immobilières de 44, les lettres de dénonciation signées, les listes de familles juives transmises à la commandanture avec des adresses précises et des annotations manuscrites. Tout était là, 40 ans de silence, et tout était là, intact, lisible, irréfutable. Elle tenait entre ses mains de quoi détruire les Desforges. Pas seulement leurs plaintes, leur nom, leur histoire, leur place dans ce village qu'ils tenaient comme un fief depuis 3 générations. Un article dans la presse régionale suffirait. Un historien, un journaliste, un simple courrier au procureur. Camille posa les dossiers sur l'établi et resta immobile. Ombra était assis derrière elle, dans le couloir, le museau entre les pattes, les yeux levés vers elle. Le bunker était silencieux. Le générateur ronronnait. L'ampoule grésillait. Elle regarda les noms, les visages en noir et blanc, les signatures au bas des lettres. Elle pensa à Gérard, à son père qui avait attendu toute sa vie. Elle pensa aux Desforges, à l'homme en manteau sombre dans l'épicerie, aux pneus crevés, à la viande empoisonnée, au feu. Elle pensa à la pâte bandée d'Ombra. Puis elle rassembla les dossiers, les remit dans les chemises cartonnées, les rangea dans le tiroir et referma le coffre par-dessus. Le métal claqua dans le silence. « Ce n'est pas mon combat, dit-elle à voix basse. Je ne suis pas venue ici pour détruire qui que ce soit. » Elle éteignit la lumière de la salle et ressortit par le couloir. Quand elle raconta sa décision à Beaumont le lendemain, il la dévisagea longuement sans rien dire. Puis il hocha la tête une seule fois, lentement, avec une expression qu'elle ne lui connaissait pas. Quelque chose qui ressemblait à du respect, mais plus profond, plus grave. Comme si elle venait de réussir un test qu'il n'aurait pas su passer lui-même. Le printemps arriva dans les Ardennes comme il arrive toujours, sans prévenir, entre 2 giboulées, un matin où l'air sentait autre chose que le froid. La neige fondit en 8 jours, découvrant la terre noire autour du bunker, les cicatrices de l'incendie à peine visibles sous l'herbe nouvelle qui perçait de partout avec l'obstination tranquille des choses vivantes. Les sapins reprirent leur vert profond, les oiseaux revinrent, et le ruisseau grossi par la fonte chantait jour et nuit au bout du chemin. Le tribunal de Charleville-Mézières avait statué en février. L'acte de vente était valide. Le terrain appartenait à Camille Renard. Les lingots, déclarés biens historiques, avaient été remis à l'État contre une compensation financière que Camille avait trouvée excessive et que Beaumont avait trouvée insuffisante. Peu importait le montant. Ce qui importait, c'est ce qu'elle en avait fait.
Les Desforges avaient retiré leur plainte 3 jours avant l'audience. Personne n'avait expliqué pourquoi. Beaumont avait simplement dit que certaines conversations avaient eu lieu et que parfois le silence achetait le silence. Les dossiers de collaboration étaient toujours dans le coffre, scellés, intouchés. Camille avait tenu parole. Elle avait commencé les travaux en mars. Un architecte de Reims, trouvé par Beaumont, avait dessiné les plans pour transformer le bunker et ses abords en lieu d'accueil. L'espace souterrain devint un dortoir de 6 lits, chauffé, ventilé, éclairé par des puits de lumière percés dans la dalle de béton. En surface, 2 structures en bois montèrent en quelques semaines. Une cuisine commune et un chenil couvert, construits avec l'aide de charpentiers locaux que Camille payait au tarif juste et qui revenaient chaque matin sans qu'elle ait besoin de le demander. Elle peignit elle-même le panneau qu'elle fixa à l'entrée du chemin forestier. Le refuge. En dessous, en plus petit, accueil pour femmes et animaux. Rien de plus. La première arrivante fut une femme de 30 ans, prénommée Nadia, le visage fermé, un enfant de 4 ans accroché à sa hanche et un sac en plastique contenant tout ce qu'elle possédait. Une assistante sociale de Sedan l'avait orientée là, après 3 semaines d'errance, entre des hébergements d'urgence complets. Nadia ne parlait presque pas. Elle s'installa dans le dortoir, posa son fils sur le lit et resta assise à côté de lui, les mains jointes, comme quelqu'un qui attend un coup qui ne vient plus. Camille lui apporta du café et ne posa aucune question. Le soir même, un vieux chien arriva, un croisé berger au pelage terne, boiteux de la hanche droite, abandonné sur le parking d'un supermarché à Rethel. Camille le lava, le nourrit, lui installa une couverture dans le chenil. Il s'endormit en 10 minutes, le museau entre les pattes, avec la gratitude muette des êtres qui n'espéraient plus rien. Une semaine plus tard, une adolescente de 16 ans arriva. Les services sociaux l'avaient remplacée temporairement, en attendant une famille d'accueil. Elle ne parlait pas. Pas un mot, ni aux éducateurs, ni à Camille, ni à Nadia. Elle mangeait seule, dormait seule, marchait seule dans la forêt pendant des heures. Le 3e jour, Ombra la suivit lors d'une de ses promenades. Il marcha à côté d'elle sans la toucher, à 1 mètre de distance, exactement, avec cette patience de chien militaire qui sait attendre. Au bout d'1 heure, la fille s'assit au pied d'un arbre. Ombra s'assit à côté d'elle. Elle posa la main sur son dos. Puis Camille, depuis la trappe, entendit quelque chose qu'elle n'avait jamais entendu. La voix de l'adolescente, basse, hésitante, qui parlait au chien. Les mots étaient inaudibles à cette distance. Mais ils existaient. Gérard vint un après-midi d'avril. Il conduisait le vieux tracteur, plus lentement encore qu'avant, le dos courbé, les mains serrées sur le volant comme pour ne pas tomber. Il portait un plant de cerisier dans une caisse en bois, les racines enveloppées dans du journal humide. Il ne monta pas jusqu'au refuge. Camille descendit le chercher au bout du chemin. Ensemble, ils plantèrent l'arbre devant l'entrée, dans un trou que Camille creusa pendant qu'il tenait le tronc droit de ses mains tremblantes. Quand la terre fut tassée, il recula d'1 pas et regarda l'arbre, puis le refuge, puis la forêt autour. « Mon père aurait aimé voir ça, » dit-il. Sa voix était rauque, presque éteinte. Il remonta sur le tracteur et redescendit le chemin sans se retourner. Camille le regarda disparaître entre les sapins et comprit, sans que personne ait besoin de le dire, qu'elle ne le reverrait plus. Le soir, elle s'assit dehors sur le banc qu'elle avait construit avec des planches de récupération, face au soleil qui descendait derrière les collines. Ombra était couché à ses pieds, le museau posé sur sa botte, le poil du menton saupoudré de gris. Sa patte avait guéri depuis longtemps, mais il boitait encore certains matins quand le froid revenait, un souvenir gravé dans le muscle. Le cerisier planté le matin projetait une ombre minuscule sur la terre fraîche. Derrière elle, par la porte ouverte de la cuisine, le bruit d'une casserole et la voix de Nadia qui parlait à son fils. Plus loin, dans la forêt, l'adolescente marchait avec le vieux chien boiteux, 2 silhouettes inégales entre les troncs. Camille ferma les yeux. Le feu ne venait plus dans ses rêves. Non pas qu'il ait disparu, mais il avait changé de forme. Il n'était plus ce monstre qui prend, qui brûle
et qui efface. Il était devenu autre chose. La lumière dans le poêle le matin, la chaleur du café entre les mains, la flamme de la bougie que Nadia allumait chaque soir sur la table de la cuisine, sans expliquer pourquoi. Le feu pouvait aussi tenir debout sans détruire. Camille posa sa main sur la tête d'Ombra. Le chien soupira, un long souffle lent qui fit vibrer son flanc contre sa jambe. Les Ardennes respiraient autour d'eux, vastes et calmes, et le bunker sous leurs pieds n'était plus un tombeau. C'était un cœur, enterré, discret, qui battait doucement dans le silence du soir.